Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde de Vie ma vie avec des femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à La Rochelle et de recevoir 4 femmes entrepreneurs qui chacune, à leur manière, ont décidé de façonner leur propre chemin et toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Alors aujourd'hui, pour cette table ronde, j'aurai le plaisir d'échanger tout d'abord avec Carole Gola, qui est consultante en transition des systèmes d'information et coprésidente du réseau TEF du département, et on en parlera ultérieurement. Laurence Gatté, ensuite, qui est ostréicultrice au Boucholeur. Maria Gauthier, cofondatrice de la brasserie La Benaise. Et enfin, Nathalie Courrèges, chef d'entreprise de la moutarderie-confiserie de la Nouvelle-Aquitaine. Et bien c'est parti. Bonjour Laurence. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? C'est possible. Alors, je m'appelle Laurence Gatté et je suis ostréicultrice au Boucholeur. Parfait, très bien, et rapide, efficace. Mais avant d'avoir été ostréicultrice, tu as fait autre chose. Pour le coup, tu as fait une reconversion à partir de 2009. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ce que tu as fait avant ça, s'il te plaît ? Oui, aucun problème. Effectivement, je suis normalement de formation aide médico-psychologique. Et donc, pendant 20 ans, j'ai travaillé auprès des personnes handicapées mentales et physiques, autant enfants qu'adultes. Et puis, voilà, la banale histoire du burn-out, du ras-le-bol. Et puis, à 38 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer ? Et puis, alors, je suis pas passée par un bilan de compétences, rien. C'est simplement, une légère connaissance de par ma famille. Enfin, ma mère côtoyait, en fait, le milieu conchilicole, comme ça, en touriste. Et puis, voilà, j'y allais en vacances et... ma mère me dit un jour, tiens, un établissement est à vendre. Et ben, j'ai dit, moi j'en ai marre de ce que je fais. Et puis comme on est un peu tête brûlée, maman et moi, on s'est dit, tiens, on va essayer, pourquoi pas. Alors, elle avait 54 ans, j'en ai 38, mais bon, tout est faisable. Et donc vous êtes lancé dans l'aventure pour le Oui, coup. tout à fait. Alors, Maman donc, a été en formation pendant les 9 mois, parce qu'il faut être diplômé pour être ostréiculteur. Et comme maman payait sa formation, en fait, moi, l'école, le CFA, le centre de formation pour adultes m'a accepté en candidat libre et donc on a passé nos examens culture marine en juin 2009. oui, parce que pour la petite histoire, donc elle passait les cours en journée, c'est ça ? Elle Oui. t'envoyait ça le soir, et Oui, toi le par soir, internet, en rentrant, tout à fait. Ouais. tu travaillais dessus. Ouais, Quoi. tout à fait. Sachant que j'y connaissais rien sur l'océan, moi. Ouais. Les poissons, les algues, les huîtres, j'en mangeais pas, donc voilà. J'ai partir de zéro. Ok, et alors tu parlais de milieu conchilicole, qu'on explique, donc c'est l'élevage de coquillages, c'est ça ? Alors en fait, l'examen, c'est l'examen culture marine. Donc on étudie tout, donc les poissons, les crevettes, les moules, les coquillages, même si on veut être dans une partie déterminée. Si on veut être mytiliculteur et élever des moules, c'est le même examen que pour être ostréiculteur ou pisciculteur et autres. C'est le même examen. Donc c'est l'examen aquacole, exactement. Okay. Et alors donc pendant 20 ans, tu disais, tu as fait un métier qui était totalement différent, j'imagine passionnant. Passionnant. Ouais. Et donc tu parlais de burn-out, c'est ça qui t'a... Oui, et puis comme dans tous les métiers, le chemin que prenait mon métier dans le social ne me correspondait plus. Quand je me suis diplômée à 20 ans dans le médico-social, j'avais des attentes, j'avais plein de choses. Et 20 ans après, j'avais sûrement évolué, j'étais sûrement différente. Et le métier avait aussi évolué. Il ne me correspondait plus et je ne correspondais plus à mon métier. Si moi, je n'avais plus rien à apporter, en fait, il fallait vraiment que je parte. Il fallait vraiment avoir conscience de ça. Ouais. Parce que je m'occupais de personne. Donc si j'avais rien à leur apporter, il fallait vraiment que je parte. C'est sûr. Et alors, donc, tu parles de cette opportunité-là, mais pour le coup, tu avais une envie d'aller vers un métier plus physique aussi, j'imagine quand même. Pousser les fauteuils roulants quand même déjà. C'est vrai, effectivement. J'avoue, c'est un peu sportif aussi des fois. Ouais, en revanche, c'est vrai que alors, beaucoup plus à l'extérieur, ça c'est sûr. J'allais te dire de le pleine milieu a nature complètement aussi. changé, ouais, tout à fait. Non, c'est que voilà. Il y a eu un premier métier, c'était ma première aventure de jeunesse, mon premier métier de jeunesse. Et en fait, l'ostréiculture, c'est mon deuxième métier par maturité, par passion en fait.
Et ça va faire 12 ans que l'entreprise est immatriculée. Et je crois que je suis toujours autant amoureuse de mon métier, voire plus, en fait, qu'au début. En fait. Ah ouais. Parce qu'au début, il y a la découverte, il y a les tâtonnements, il y a la recherche. Là, maintenant, en fait, on peut vraiment avoir une vision à court, moyen et long terme de ce qu'on veut parce qu'on se connaît mieux dans le métier, on a pris confiance et on sait un peu plus vers où on va, en fait. Ok. Au début, ça s'échappe un peu dans tous les sens, mais après, ça va. J'allais te demander au début justement comment ça se passe pour le coup, parce que tu arrives dans un truc que tu connais absolument C'était pas. super difficile. Ouais. J'avoue, c'était super difficile. Métier, on va dire, à 98% masculin. En lien complet avec la nature, donc il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, il y a du vent, c'était super difficile, mais faut être endurant, faut être courageux, faut être endurant, il faut être travailleur. Et à partir de là, en fait, on y va, on y va. Au début, on a l'impression d'obliger les gens en fait à nous accepter. En gros, ça fait un petit peu ça. Au début, c'est les filles vont à la mer ou les filles vont travailler. Enfin voilà, au début, c'est ça, c'est un peu des moqueries. Pas de la méchanceté, des moqueries. Et puis ensuite, les mois, les années passent, les difficultés aussi, parce que 3 mois après avoir monté la société, on subit Xynthia. Donc, tempête, 3 mois après, il a fallu reconstruire l'entreprise. Littéralement pour le coup, parce que... De façon physique. Ouais, de façon physique. Ouais, exactement. Faut se relancer. Au niveau motivation, il faut vraiment se relancer parce qu'on se dit finalement c'est peut-être pas pour nous. Parce que 3 mois après, on est déjà compliqué. Et non, on se remotive, on y retourne. Et même au niveau des collègues, les filles, elles sont encore là malgré tout. Bon, allez, les années passent, mais on obtient un peu nos galons par le travail, par l'endurance, voilà. Et être toujours là. Comme disait Carole juste avant moi, c'est du 100%, c'est du 7 jours sur 7. On dort un peu, mais c'est beaucoup d'heures. Mais les heures, on les voit pas parce qu'en fait, c'est que de la passion. Donc il n'y a aucun problème. Et ça, tu l'as senti, cette passion, dès que tu es arrivé dans ce milieu, dès que tu as mis... Alors je sais pas, j'allais dire des bottes, mais en fait c'est vraiment le cas, j'imagine. Ouais, les bottes aussi. Mais alors déjà, il y a la partie nature. Environnement, nature, déjà, qui aime pas ça? Déjà ça. Et en fait, j'ai la chance de pouvoir, d'avoir accédé à un métier qui donne tout ce qu'on veut dans la vie. En fait, on est dans les parcs avec maman et on est en lien complet avec la nature. On entend les vagues, on sent le vent, on entend les mouettes. Tous les sens, en fait, sont mis en action et on est face aussi à soi-même. Ensuite, on arrive sur l'établissement, on travaille les huîtres. Bon là, déjà, il y a un peu plus de mouvement, il y a les établissements à côté qui travaillent. Et ensuite, on va sur nos marchés, on fait notre vente. Et là, il y a de la socialisation, il y a de l'échange avec la clientèle. Comment vous voulez pas aimer ça? C'est pas possible. C'est inimaginable. En fait, j'ai un métier qui est complet, qui m'apporte tout. Autant mon bien-être personnel que, heureusement, ça me fait vivre aussi, financièrement parlant. Accessoirement, ça peut être sympathique aussi. Et voilà. Et aussi, comme disait Carole, petit à petit aussi, on monte un réseau. Alors un réseau, moi en l'occurrence avec mes collègues, de par la coopérative Conchilicole, nous sommes un ensemble de 36 entreprises. Ensuite, il y a 3 ans, j'ai connu Trajectoire. Et c'est vrai que je suis membre actif de Trajectoire depuis 3 ans. Et là, qui est un réseau d'entrepreneuriat. Un réseau d'entrepreneuriat au féminin. Ce qui, moi, me change parce que ça fait quand même depuis 10 ans où je suis vraiment au masculin. Donc, entre les filles, justement, de Trajectoire, on peut se poser des interrogations, des difficultés qu'on a, face à quoi, et dans tout domaine, en fait. Des collègues, de l'administratif, de quoi que ce soit. Et pour ça, Trajectoire est vraiment... près d'une nécessité absolue. Ouais. En tout cas, on sent la passion quand on parle. Merci. Ça s'entend dans la voix et ça se voit aussi physiquement pour le coup. Donc c'est génial. Faut me le dire si j'abuse. Non, du tout, tu le vis, donc c'est parfait. Hein. Tu parlais de la coopérative, donc depuis 2012, pourquoi avoir créé une coopérative et qu'est-ce que vous y faites exactement? La coopérative Conchilicole, elle est créée depuis 1973. Pardon. En fait. Donc, tu as en revanche, moi je suis la gérante de la coopérative depuis 2012. D'accord. Effectivement. Je pense qu'au début, les gars voulaient un petit peu me tester, en fait. Je me suis proposée parce que, en fait, ça faisait 2 ans avec maman qu'on travaillait dans l'entreprise. Je me sentais un peu isolée. J'avais besoin aussi de voir du monde. Et puis, voilà. Et donc, je me suis proposée à la gérance et les gars m'ont tout de suite nominée. Mais je pense qu'au début, c'était plus pour
ouais, me mettre en difficulté et voir en fait un petit peu ce que je pouvais donner. Et finalement, j'ai dû faire preuve de compétences, de bon sens et autres, parce qu'en fait, en 2021, je suis toujours la gérante, effectivement, puis ça se passe pas trop mal, ça va. Et justement, c'est pas trop dur d'évoluer. Enfin, et puis surtout, tu le disais au début d'avoir eu ce regard très masculin pour le coup sur ta maman et toi. Comme disait Carole, il faut pas voir ça sous cet angle-là, homme-femme, en fait. Déjà, il faut avoir un regard honnête sur soi-même, sur ses compétences, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite, sur ce que l'on désire. C'est-à-dire que j'ai droit à l'échec. Ça, c'est pas un problème. Et puis, si j'y arrive pas, tant pis. J'aurais tenté, déjà. Et jusqu'où je peux aller, pousser ses limites, c'est bien aussi. Et chercher ses limites. Hein. Et quand on atteint les limites, s'en donner encore une autre et une autre. Et puis s'apercevoir que finalement, c'est possible. Après, le clivage homme-femme, moi, je le verrais pas comme ça. Évidemment, l'ostréiculture, c'est un milieu très masculin parce que c'est censé être physique et tout, blablabla. Maintenant, après, ça fait comme dans tous les milieux, ça évolue beaucoup. Même les hommes pourraient le dire. Il y a beaucoup de mécanisation quand même. Hein, voilà. C'est-à-dire, la bonne vieille brouette, oui, bien sûr, on utilisait que elle il y a 30 ans. Maintenant, là, les gars ont quand même beaucoup de matériel. Ouais. Donc après, bien sûr, c'est vrai que ça muscle, hein, c'est pas un problème parce que on porte tout le temps. Physiquement, c'est difficile, mais il faut le vouloir et puis il faut avoir l'envie et puis il faut aimer, c'est tout. Hein. Alors on peut avoir mal pendant 2 heures, c'est pas grave. Le soir, on est épuisé, on dort et puis le corps il se repose, c'est pas grave. Et puis de temps en temps chez l'ostéopathe, il y a peu de chez soucis. l'ostéo et ça va mieux. Et justement, alors j'imagine que tu n'as aucune journée qui se ressemble. Non, en tout cas, je peux pas te demander une journée type parce que ça évolue au fil de la saison. Ouais. Mais est-ce que tu peux quand même nous raconter ton métier, en quoi ça consiste? Et sachant que, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais tu évolues avec la nature. Mais c'est surtout un produit. Enfin, un produit. C'est quelque chose de magique d'élever une huître. C'est magique. C'est ça, parce que ça met des années. Ça démarre en fait l'été où on pose nos collecteurs. Donc, c'est les fameux petits disques oranges qu'on perd partout sur les plages. Et en fait, ces collecteurs, en fait, on les place au juillet parce que les bébés huîtres, les larves d'huîtres, en fait, vont se poser dessus. Et là, actuellement, donc elles sont nées, on commence à les voir, et c'est des petits points noirs, en fait. Et pendant 3 ans, 4 ans, on va les accompagner, elles vont se former, elles vont faire leurs coquilles, on va les aider du mieux qu'on peut, et dans 3-4 ans, ce sera une belle huître qu'on aura façonnée et accompagnée. Il n'y a rien de plus magique que d'assister, en fait, à... Voilà. Alors même si c'est une huître, entre guillemets, qui est une coquille de calcaire, non, il y a du caractère, il y a de la couleur, il y a de la saveur, et voilà. Quand on parle, j'ai l'impression qu'elles ont toutes un prénom. Quasi. J'avoue, ouais, certaines peuvent en avoir. Et donc tu parlais de son évolution sur 4 ans, mais après, toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est-à-dire, on voit parfois les retourner. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là aussi pour qu'on comprenne bien l'évolution? Et toi, en quoi consiste ton regard en fait sur leur évolution? On part du petit point en fait sur le collecteur. Ouais. Et alors, ouais. On va essayer de schématiser très très rapidement. Juillet 2021, le petit point noir apparaît sur le collecteur. Mars 2022, on va détacher les petites huîtres du collecteur. On va les mettre dans les poches à huîtres, les sacs noirs qu'on voit dans les parcs. On les laisse en gros 8-10 mois, donc jusqu'en janvier 2023. Là, elles auront grossi parce que là, on les avait mis dans des poches avec des petits trous. Ouais. Donc, comme elles ont grossi, on va les passer dans une poche à plus gros trous. Hop, on attend. Janvier 2024, on y retourne. On les récupère. Elles auront encore grossi. On rechange de poche. Et ensuite, normalement, une partie va pouvoir être commercialisable en Noël 2024. Puis ensuite, premier semestre 2025. Donc là, on parle de milliers de poches et de millions d'huîtres. Donc, elles nous passent toutes dans les mains, on les voit toutes, on les voit grandir au fur et à mesure où on les change de maillage de poche. L'été, effectivement, quand elles grandissent, elles risquent en fait de se coincer dans les poches. Donc nous, on les vire, effectivement, on prend les poches, on les retourne, on les tapote. Voilà, pour accompagner leur bien-être. Hein. C'est exactement ça. On va dire ça. Ouais. Et tu parlais de ce contact forcément avec la nature. Est-ce que tu vois une évolution de la vie d'une huître par rapport au climat, j'ai envie de dire, par rapport au climat, moi,
On peut pas réellement dire, parce que l'huître, il faut pas oublier, c'est un coquillage qui existe depuis l'époque des dinosaures. Il n'y a plus de dinosaures, il y a encore des huîtres. C'est juste pour dire la faculté d'adaptation d'une huître. Elle s'acclimate et elle s'adapte. Donc moi, de façon précise, je vois pas depuis 10 ans. En revanche, par exemple, les bébés, on ne pouvait les avoir que jusqu'à, on va dire, Nord-Charente-Maritime, Sud-Vendée. Maintenant, c'est vrai que les eaux se réchauffent un petit peu. Et effectivement, on peut voir des larves, en fait, existantes, un peu plus sonores encore en France. C'est peut-être à ça qu'on va pouvoir le voir. Ok. Il y a, de toute façon, on prend un petit peu de degré, c'est comme ça. Mais la nature, elle va s'y faire. C'est peut-être nous qui n'allons pas nous y faire. Mais voilà. On est d'accord. Mais c'est un autre sujet, mais on est d'accord. Il y a aussi le syndicat, si tu peux nous en parler. Pourquoi avoir... Alors, effectivement, je suis aussi membre actif et secrétaire du syndicat conchylicole des boucheleurs. Ouais. Et là, cette fois-ci, au niveau du syndicat, autant avec la coopérative, je travaille avec les entreprises à terre, vraiment à terre, sur les numéros d'agrément, et tout ça. Et autant avec le syndicat, on va travailler sur les concessions en mer, les attributions des concessions, avec le domaine public maritime, avec les affaires maritimes, avec toutes les administrations compétentes. Et voilà, c'est encore un autre travail. Et voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup le milieu maritime, j'aime beaucoup l'eau, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi t'engager dans... Parce que j'ai toujours aimé les associations, j'ai toujours aimé donner de mon temps. Alors c'est vrai qu'avec l'ostréiculture, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave, tant pis. On s'arrête, l'espace de quelques heures, on fait et on donne. J'ai toujours aimé donner de mon temps, j'ai toujours fait partie d'associations et j'aime ça. Puis ça me sort un petit peu de mon milieu aussi. Voilà, ça fait du bien, ça me fait croiser d'autres personnes, ça me va bien. J'allais te demander justement qu'est-ce que ça t'apporte au-delà de sortir. Ça m'apporte de l'échange. Ça m'apporte de l'échange. Là, par exemple, on se rencontre aujourd'hui, on discute et voilà. Et donner mon temps aussi, parce que la société, on en a besoin. Et s'il n'y a pas de bénévoles, je pense que plein de choses en fait vont tourner beaucoup moins bien. Donc, il faut savoir donner de son temps. Vraiment. Puis moi, j'aime ça. Parfait. Tu me disais aussi que tu travaillais de temps à autre avec l'office de tourisme de Châtelaillon, c'est ça, ouais? Moi aussi. Est-ce que tu peux nous en Oui, parler, parce là que aussi en fait, à l'origine, l'idée est venue où c'est vrai sur les marchés, en fait, les gens nous posent plein de questions sur les huîtres et en fait, ils n'y connaissent absolument rien. Ouais. Ils pensent qu'elles arrivent toutes prêtes dans nos poches. Hop, on barbote un petit peu et hop, on les met dans les bouches. Ce qui n'est pas tout à fait ça. Et en fait, l'office de tourisme propose effectivement des visites guidées où des ostréiculteurs présentent leur métier et montrent vraiment quel est le travail effectué auprès des huîtres. Et donc, ça me prend beaucoup de temps aussi. Mais c'est bien parce que on peut pas dire oh là là, il y connaît rien. Sans soi-même l'expliquer en fait. Et c'est aussi un peu démystifier aussi l'ostréiculture parce que c'était un milieu très fermé où les gars ils vont en mer, ils travaillent leurs huîtres, leurs parcs, hop ils reviennent un peu bourrus, ils vendent les huîtres. C'est fini tout ça aussi. On arrive aussi sur une autre période où on s'ouvre et on accueille et on présente notre métier. Et comme c'est un des plus beaux métiers du monde, faut pas hésiter. C'est beau. Et justement, vous produisez combien d'huîtres par an? Ça représente quoi en termes de quantité? Alors nous, on est toute petite avec maman. En production, on doit être à peu près à 90 tonnes à l'année. Et en vente, on est à peu près à 25-30 tonnes à peu près en vente. Voilà. Ok. Mais on est toutes mini-pousses, nous. Parce que il y a une moyenne, parce que tu dis toute petite, mais par rapport aux autres, je m'en rends pas compte. Une jolie belle entreprise, on va dire. Voilà, la vôtre est aussi jolie et belle quand même. Ouais. Commercialement parlant, on va dire que à partir de 300-350 tonnes déjà, c'est plus sérieux quoi. Okay. Ça marche. Et tu parlais de réseau tout à l'heure. Alors est-ce que alors j'aurais les deux questions qui se ressemblent un petit peu, mais la première, pourquoi donc rejoindre un réseau, même si tu l'as dit, pour échanger, et donc est-ce que tu aurais potentiellement des choses à rajouter? Rencontrer des filles déjà, c'était pas mal. Des filles, ouais. Ok. Et aussi, alors parce que depuis pour le coup la crise Covid, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de sens, beaucoup de personnes ont envie de revenir à la nature. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces personnes qui ont envie de changer complètement de métier et d'aller vers des métiers plus proches de la nature?
Par rapport au réseau, d'abord, c'est vrai que ça me fait sortir de la cabane, ça c'est clair. Je suis propre déjà, ça change aussi beaucoup de choses. Parce que normalement, je suis toujours pleine de vases et tout. Et puis, discuter d'autres choses et effectivement, redécouvrir les discussions de filles. Ça fait énormément de bien. Parce que, j'aime bien travailler avec les hommes, mais réellement, ils m'apportent pas la même chose. Bref. Et puis, ensuite, que dire si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Faut pas hésiter. En revanche, il faut se dire que ça va être difficile. Mais vraiment difficile. Il va falloir mener des combats, et contre les administrations, et contre le système bancaire, et contre soi-même. Mais il faut toujours croire en soi. Vraiment toujours croire en soi. Si on croit en soi et si on se donne les moyens, on peut y arriver. Mais vraiment, c'est franchement une petite bonne femme comme moi. Il n'y a pas grand monde qui me donnait gagnante, hein, j'avoue. Hein. Mais ça porte ça aussi. Quand, quand on croit en nous, ça nous porte, mais quand on ne croit pas, parfois ça nous porte aussi. Après, il faut être bien accompagné aussi. Il faut savoir bien s'entourer. Voilà. J'ai aussi l'extrême chance d'avoir peut-être rencontré au bon moment les bonnes personnes. Effectivement, on est bien d'accord. Où est-ce qu'on te retrouve, Laurence, alors pour aller où est-ce qu'on te retrouve pour acheter des huîtres et pour les déguster? Des Boucheleurs. Ouais, ok, très bien. On peut venir directement. Ouais, sur la cabane. Elle est ouverte, sauf quand on est en mer, donc faut regarder les horaires de marée. Le basse-mer, on est en mer. Et puis voilà, autrement la cabane est ouverte. Et puis voilà. Donc quand c'est haute mer, on va à la cabane pour découvrir. Voilà, haute mer à la cabane, basse-mer. Basse-mer avec les jumelles. C'est ça, avec les jumelles. Exactement. Parfait. Et bien, Laurence, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. C'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Donc, il y a une question pour savoir au niveau des parcelles, comment ça se passe, comment elles sont attribuées? Alors, c'est ce qu'on appelle la partie domaine public maritime. Donc, nous travaillons sur l'estran. L'estran, c'est la partie qui se trouve quand la pleine mer est au plus haut et la basse mer au plus bas. Cette bande-là, en fait, c'est là où nous travaillons. Ça s'appelle l'estran. Donc, c'est là où nous trouvons les concessions, en général. Et donc, il y a une surface en hectares par département attribuée. Elle est inaliénable. Et donc, elle est divisée en concessions. Et ces concessions se transmettent en fait d'ostréiculteur à ostréiculteur, mais elles sont sous l'administration des affaires maritimes, donc de chacun des départements, et sous aussi l'administration des cultures marines en fait. Et donc si moi demain je veux me lancer ostréiculteur? Déjà il faut passer le diplôme. Ouais, premièrement. Et après, est-ce que je rachète dans ce cas-là? Et ensuite, il faut trouver effectivement un établissement avec demander un numéro d'agrément sanitaire. En général, l'établissement est rattaché souvent des parcs. La personne qui vend son établissement a forcément des parcs avec. Et ensuite, on demande l'accord des affaires maritimes et des cultures marines si l'entier de la profession accepte donc le transfert des concessions de monsieur à monsieur ou madame à madame, et ainsi de suite. Très bien, tout un art. Merci. C'est très compliqué l'ostréiculture. Avec un grand sourire. Oui, il y a une question au niveau budgétaire, on va dire, parce qu'aujourd'hui vous êtes 2 à travailler. Est-ce qu'avec une production de 90 tonnes, ça suffit à payer de salaire? Oui, alors ça suffit à payer de salaire, d'autant qu'en fait nous avions une ouvrière jusqu'au mois dernier qui est partie en fait à sa demande. Et donc ça faisait même vivre 3 salaires en fait avec cette production-là. Pas avec des salaires hautement très élevés, hein, c'est voilà, mais quand on reste modeste, ça suffit en fait. Et avec maman, quand on a monté l'entreprise, on était à 2. Et quand l'entreprise a commencé à nous dépasser au niveau travail, on a demandé au comptable en fait est-ce qu'on pourrait embaucher quelqu'un. Et en fait notre comptable nous a dit précisément, écoutez, il faudrait qu'en vente vous fassiez 22-23 tonnes et c'est bon. Ok. D'accord. Pour donner une notion de chiffre, en fait, tout à fait. En fait, le comptable, il nous dit, voilà, en tonnage. En tonnage, c'est pas Parce mal. qu'en production, je vous ai dit qu'on faisait tant de tonnes en production. En fait, ça fait les 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, en vente, c'est vraiment commercialement ce qu'on vend. Ok, donc un quart en gros de la production, logique, vu que ça met 4 ans, 3-4 ans. Exact, tout à fait. On est sur un cycle long animal. Un des cycles les plus longs.
Alors, une question au niveau de la production. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes entre les 90 tonnes produites et les 24 Alors, les quelques, 90 tonnes, c'est celles que je passe en comptabilité, donc Ok. c'est celles qui sont vraiment produites. Ouais. Mais en revanche, à l'origine, on peut estimer la part de mortalité naturelle, de perte naturelle, elle est d'environ 10 à 15% par année de production. Alors, par les conditions climatologiques, par un animal qui va être plus faible que les autres, et par la prédation, tout simplement. Des prédations de qui? Des autres animaux, Des en fait, autres animaux parce ouais, que mais c'est qui une mangent chaîne des huîtres, alimentaire. à part nous. Alors, je vous citerai le bigorneau perceur, je vous citerai l'étoile de mer, l'huîtrier pie. Ok, d'accord. Mais l'huître est l'animal le plus gentil du monde, mais Ah par bah contre, ouais. il est tout le temps agressé. Ouais, Mhm. j'imagine. Ça marche. Non, oui, on perd à peu près, en gros, on peut estimer au bas mot entre 10 et 15% de pertes par année d'élevage. Ok, Donc, effectivement, il en manque un petit peu au bout. effectivement. Laurence, merci beaucoup. Avec plaisir.